Bonjour, je m'appelle Frédéric Drouin. Je suis très heureux de vous accueillir à la maison dont on va vous raconter son histoire. L'histoire, elle remonte en 1880 avec mon arrière-grand-père, Joseph, qui décide de se lancer dans le commerce du vin. Et la meilleure place pour débuter le commerce du vin, c'est de s'installer dans la capitale des vins de Bourgogne, qui est Beaune. Il achète donc une petite maison en centre-ville, dans le cœur historique de Beaune, qui avait l'avantage d'avoir une cave et une cuverie. Et il démarre ainsi son commerce, son élevage de vin, puisqu'il était simplement négociant-éleveur. En 1918, son fils, Maurice Drouin, prend la suite. Et il se fixe deux objectifs. Le premier, c'est d'améliorer la qualité des vins de la maison Drouin. Et le deuxième, c'est de sécuriser son approvisionnement. C'est alors qu'il décide d'acheter sa première parcelle de vigne. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. En 1921, tout se faisait à cheval. C'est pour ça qu'il décide d'acheter une parcelle dont il connaissait la qualité des vins, le meilleur finage de Beaune, comme il disait, le Clos des Mouches. En 1957, mon père prend la suite de Maurice. Et c'est mon père qui a su développer le domaine Joseph Drouin à ce qu'il est aujourd'hui, en allant dans la Côte de Nuit, à Chablis et en Oregon plus tard. Mon père a eu 4 enfants, et ce qui fait la particularité de la maison Drouin, c'est d'être une entreprise familiale où tous les membres de la 4e génération travaillent ensemble. Le hasard a fait qu'on s'est retrouvés parfaitement complémentaires les uns avec les autres. Philippe, mon frère aîné, est responsable des domaines Joseph Drouin, en Côte d'Or, à Chablis et en Oregon. Véronique est l'énologue de notre domaine Drouin-Oregon, mais elle n'y vit pas. Elle est en tandem avec Jérôme Forbrac, notre directeur technique, comme l'était mon père avec Laurent Jobard. Laurent est responsable de notre marché américain, nord-américain, puisque c'est le premier marché export de la maison. Et moi, je suis le plus jeune et pourtant le directeur de la maison. Quand on est dans une entreprise familiale, on a une vision de long terme. Ce que l'on fait, ce n'est pas vraiment pour nous, mais pour les générations suivantes. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le premier membre de la 5e génération, Lorraine, la fille aînée de Véronique, qui a rejoint la maison et qui va être en formation parce qu'aujourd'hui, les connaissances s'apprennent à l'université, mais la formation au style, à l'élégance de Joseph Drouin, c'est nous, membres de la famille, qui devons lui apprendre et c'est ce que nous allons faire dans les prochaines années. Le point d'ancrage du domaine Joseph Drouin, c'est le Clos des Mouches. Mais aujourd'hui, le domaine Joseph Drouin, c'est un domaine de 80 hectares. 80 hectares qui est réparti pour moitié sur la Côte d'Or et sur Chablis. Cela représente environ 60 appellations réparties sur 150 km de distance. Nous avons la grande chance d'avoir des propriétés dans les parcelles les plus prestigieuses de la Bourgogne, puisque 90% de ces propriétés sont classées en grand cru ou en premier cru. L'autre domaine de la maison, il est un peu plus loin, il est en Oregon, avec 2 propriétés, domaine de Drouin-Oregon et Rose-Rock, pour un total de 100 hectares. En 1921, quand Maurice Drouin rachète sa première parcelle, il faut tout replanter. On sort d'une longue crise du phylloxéra, on sort de la Première Guerre mondiale et le vignoble est dans un triste état. À Beaune, la majorité des vignes plantées l'étaient en pinot noir. Mais il existe une tradition en Bourgogne, c'est de complanter. C'est-à-dire que dans une même parcelle de pinot noir, on va planter des raisins blancs, pinot blanc, chardonnay, pinot beurreau, qui sont vendangés en même temps que les pinots noirs, vinifiés dans la même cuve. Et il y avait une raison qualitative derrière cela, c'est que ces vins blancs apportaient un peu plus de rondeur et de gras au vin rouge. Mais Maurice Drouin, qui était un homme curieux et qui aimait faire des essais, décide de planter ses chardonnays à côté de ces rangs de pinot noir. En 1928, la nature lui a laissé une opportunité, c'était que les chardonnays n'étaient pas mûrs au moment de la vendange. Il a dû reporter sa vendange, commencer par les pinots noirs et terminer par les chardonnays. Il était alors trop tard d'assembler ces raisins frais dans la cuve de pinot noir. Il a donc pressé ces raisins de chardonnay, il a goûté le vin en se disant « mais ce vin est vraiment délicieux ». Et à l'époque, il avait un grand ami qui était le directeur de Maxim's. Maxim's, dans les années 20 à Paris, c'était le restaurant où le tout Paris et le monde entier se rendaient. Et le directeur en a demandé l'exclusivité. 300 bouteilles, mais ces 300 bouteilles sont devenues extrêmement symboliques parce qu'elles étaient montrées et ouvertes aux plus grands de ce monde. Et c'est ainsi que le mythe est né, le Clos de Mouches est devenu un mythe international. Tout le monde le voulait. 60 ans plus tard, mon frère Philippe prend la direction des domaines. Et Philippe, dans le même esprit de la famille, animé par les essais, la curiosité, essayait de comprendre. On le voit ici très jeune, il a 7 ans, il regarde les raisins. Aujourd'hui, il est devenu responsable des domaines.
en face de lui Véronique qui goûte les raisins, elle est devenue œnologue. Mais Philippe s'est posé beaucoup de questions en arrivant en 1988. Il constatait que les vignes étaient peut-être plus belles qu'avant, mon père constatait que les vins étaient moins bons, et Philippe considérait surtout que l'usage des produits qui existaient, d'insecticides ou de pesticides, la culture conventionnelle, nous menait dans une impasse. Et c'est pour ça qu'il a décidé, il nous a convaincus, tous, famille, à l'époque, de faire un virage à 180 degrés, c'est-à-dire de revenir vers la culture biologique, d'utiliser les produits naturels en la nature pour stimuler et aider la vigne à se développer contre les maladies qui existent. Encore l'esprit de Joseph Drouin qui nous anime. Le mieux, c'est d'aller retrouver Philippe pour qu'il nous explique ce qu'il fait dans le Clos des Mouches. On est ici au Clos des Mouches, en Bourgogne, entre Corton-Charlemagne, qui est dans cette direction et derrière moi, et Montrachet, qui est environ 9 km au sud. À mi-coteau, dans le domaine qui est le domaine historique et qui est constitué d'environ 14 hectares de vignes, aussi bien blancs que rouges, à peu près pour moitié. Alors on parle du Clos des Mouches, mais en fait il y a plusieurs variations de terroirs dans le Clos des Mouches. Ici, dans l'étage du bas, on est sur les calcaires de l'Adois. Un petit peu plus haut, au milieu du Clos des Mouches, on est sur des calcaires bioclastiques et graveleux qui ont tendance à se dolomitiser un peu. Et sur l'étage supérieur, ce sont juste des calcaires bioclastiques et graveleux. Combiné à ça, il y a des altitudes différentes naturellement puisqu'on est sur une pente et on a aussi des profondeurs de sol qui peuvent avoir un impact par exemple sur la capacité de rétention en eau et du coup on s'est adapté à ça quand on a planté le Clos des Mouches à l'origine et encore maintenant à faire une sorte de damier de vignes de blanc et de vignes de rouge. Ici par exemple on a une jeune plantation en blanc qui était en blanc d'ailleurs avant. Et puis à côté de nous, du rouge, et ensuite du blanc, et ensuite du rouge. C'est probablement dans encore une petite centaine d'années qu'on saura véritablement si un coin donne meilleur qu'un autre. Mais au fond, on cherche quand même dans cet espace-là à faire le meilleur vin représentatif de l'intégralité de ce climat, qui a quand même une homogénéité de style. Quand j'ai pris les rênes du domaine en 1988, mon père m'a dit une chose qui m'a frappé. Il m'a dit « On sort d'une période où les ingénieurs agronomes ont fait un travail tellement exceptionnel que les vignes sont magnifiques, qu'elles sont très vertes, qu'elles sont très fortes, mais qu'en définitive, je fais du moins bon vin. » Au même moment, moi, j'ai eu involontairement de la part de mes professeurs de viticulture des réponses à des questions de base qui m'ont convaincu que la culture de chimie de synthèse n'était pas l'avenir. Et je me suis lancé, prudemment d'abord, dans la culture biologique. Et cette culture biologique, donc on parle de 1989, ne me satisfaisait pas pour autant totalement, en ce sens que le cuivre qu'on utilisait de manière assez importante à l'époque polluait les sols et j'ai découvert la biodynamie qui m'a laissé penser qu'en raisonnant la vigne dans un système global avec des influences dont certaines sont maîtrisées, d'autres pas du tout, et qui dépend de ce qu'on fait comme travail d'un point de vue global, pouvait conduire à réduire la quantité de ce cuivre et éventuellement aussi du soufre.
Donc j'ai creusé la biodynamie en créant avec d'autres un groupe de discussion animé par Pierre Masson, groupe dans lequel il y avait des viticulteurs comme Frédéric Lafarge ou Dominique Lafont. Et avec ce groupe-là, on a appris la biodynamie. Et j'ai été convaincu que c'était une voie qu'il fallait absolument explorer, creuser. Et donc depuis ce moment-là, on parle des années 90, on a implémenté la culture non seulement biologique, mais biodynamique sur l'intégralité du domaine. Malgré cette biodynamie, il faut quand même repenser certaines bases agricoles et il y a des choses que j'ai constatées, comme par exemple les tracteurs de plus en plus lourds et de plus en plus tassants pour nos sols. Et partant de cet inquiétant constat que les sols sont de plus en plus durs, j'ai eu l'idée à la fois de faire travailler le cheval, comme on a pu le voir derrière nous, mais aussi d'utiliser la possibilité qu'offrent des tracteurs qui enjambent 2 rangs de vignes, de ne rouler plus qu'un rang sur 2. C'est le bon sens que d'imaginer qu'une meilleure aération du sol, un meilleur échange et du gaz et du liquide, de l'eau donc, favoriserait le fonctionnement de ces sols. Donc on fait ça depuis plusieurs années. On combine ça d'ailleurs à des semis d'hiver qui ont à la fois cette possibilité d'enrichir le sol de matière organique fraîche au printemps et qui ont aussi la faculté de pouvoir aider à la structuration des sols et dans mon cas à la décompaction parce que le simple fait d'arrêter de rouler avec les tracteurs, 1 rang sur 2, n'a pas détassé les sols immédiatement pour autant. Mais évidemment, tout le reste doit perpétuellement être remis en question. Qu'est-ce qu'on plante comme porte-greffe? Le réchauffement climatique nous conduit à prendre des décisions difficiles à chaque fois qu'on replante aujourd'hui pour les 50 ans qui viennent. Il y a une association qui a été créée pour la préservation du pinot noir et du chardonnay dont on fait partie depuis l'origine et qui va mettre à disposition des sélections que nous avons faites nous. Mais je pense que la non-sélection et la multiplication de la non-sélection préservent aussi une variété dans les vignes de matériel végétal pour générations futures qui, elles, n'auront peut-être pas les mêmes critères de choix de ce qu'ils aimeraient reproduire que nous. D'autres questions se posent, mais qui se posent uniquement au moment de la plantation. C'est par exemple les densités de plantation. On a des contraintes de cahier des charges, mais c'est quand même bon, je trouve, de se reposer la question de savoir si la plantation à 1 mètre par 1 mètre classique est la bonne. Je plante depuis plusieurs années, mais je ne suis pas le seul, des porte-greffes dont on espère qu'ils sont plus résistants à la sécheresse, qui sont un peu moins précoces. Il y a 20 ans ou 25 ans en arrière, l'idée c'était d'avancer la maturité pour être sûr de bien mûrir. De nos jours, c'est plutôt l'inverse qu'on cherche à faire. Les pratiques culturales aussi sont remises en question. Faut-il rogner? Et à quelle hauteur? Faut-il effeuiller? Quelles conséquences? Est-ce qu'on peut retarder la maturité pour éviter de vendanger trop tôt avec des degrés alcooliques trop élevés et des acidités trop faibles? Enfin, il faut, sur un peu tous les aspects de la viticulture, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers, d'autant que, comme je l'ai dit, on plante une fois pour les 50 à 60 années qui viennent, mais le réchauffement climatique, lui, est spectaculaire en l'espace de 15 ans. Ici, on est donc au Clos des Mouches où il y a, comme je l'ai expliqué, une multitude de terroirs différents, d'altitudes différentes, d'expositions différentes, de profondeurs de sol différentes. Et là aussi, il ne s'agit pas d'avoir une seule technique pour l'intégralité du Clos des Mouches. On raisonne vraiment parcelle par parcelle, à la fois de la décision de plantation jusqu'à la date de vendange, pour éviter d'avoir un traitement moyen de toutes ces particularités de terroir et d'essayer de tirer le meilleur de chaque parcelle pour au final tirer le meilleur de l'ensemble du Clos des Mouches. Voilà. Et bien Véronique, nous voilà revenus du Clos des Mouches. Je te passe le relais. Le travail parcellaire va être poursuivi au moment des vendanges, c'est-à-dire qu'on va visiter chaque parcelle pour la vendanger à la date optimale. Et ça peut prendre 8 à 10 jours pour vendanger l'intégrité du Clos des Mouches, en blanc comme en rouge. Les raisins ensuite arrivent ici, les blancs vont être pressés directement, les rouges vont passer sur la table de tri.
Ensuite, les raisins vont être mis en cuve et on va commencer la vinification. Donc, je vous invite à venir voir avec moi la cuve de vinification qu'on utilise pour les Clos des Mouches. Donc, les raisins sont triés et chaque parcelle va être gardée individuellement et on va les mettre dans ces cuves pour leur vinification. Donc là, elles vont rester une quinzaine de jours. On va déguster quotidiennement pour décider des pigeages, des remontages, du travail à faire. Et puis, à un moment donné, on va décider que le vin est prêt à être décuvé pour poursuivre son élevage en cave, toujours avec cette idée de parcellaire qu'on va garder séparé jusqu'à la finalité de l'assemblage. Donc, on arrive vers ces fûts de précieux Beaune-Clos des Mouches rouges. Donc, la fermentation des rouges, elle a eu lieu à l'étage. On a entonné, on a mis dans ces pièces du vin très jeune, du vin nouveau. Et là, on commence son élevage. Donc, il va petit à petit déposer ces quelques lits de vinification. Il va se passer ici une deuxième fermentation qu'on appelle la fermentation malolactique. Donc, le vin va s'assagir, va avoir une acidité qui va un petit peu s'adoucir, du malique qui passe en acide lactique. Et nous allons continuer, évidemment, notre travail de suivi d'élevage pour, encore une fois, s'assurer que tout va bien, pour prendre des décisions de soutirage du vin, pour le laisser respirer à un moment de sa vie. Et puis, quand on estime qu'il est prêt à être mis en bouteille, chaque lot va être dégusté pour être sûr qu'il peut rentrer dans la cuvée. Et à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle l'assemblage pour arriver avec une cuvée unique de Beaune-Clos des Mouches. Pour les blancs, on l'a vu là-haut, les raisins arrivent et sont pressés. Ensuite, le jus va être directement, le lendemain en fait, du pressurage, les jus vont être mis en fût. Alors ici, on a un fût neuf, ici, on a un fût qui date de 2017, on est en 2021, donc on ne va pas mettre tout dans des fûts neufs. Donc on a du jus de raisin qui va fermenter. Donc ça va prendre 15 jours, 3 semaines, parfois plus. On est sur des levures naturelles, donc le jus va prendre son temps pour fermenter. Ce qui va se passer pendant cette fermentation, c'est une révélation de ces messages qu'on a dans le raisin. Ce qu'on a fait en rouge dans les cuves va se passer ici pour les blancs. Alors pourquoi on met ça dans des fûts? On est dans du bois qui est un matériau noble, un matériau poreux, qui va laisser respirer très doucement le vin. C'est ce qu'on appelle l'oxydation ménager et c'est ça qui va permettre au vin d'évoluer, de maturer. Donc on appelle ça l'élevage du vin. Nous, on va le déguster tous les 15 jours, parce qu'il y en a beaucoup. On va déguster une semaine les blancs, une semaine les rouges. Alors, on a ici un lot, mais en fait, le Clos des Mouches, toujours dans cette idée de parcellaire, on a ici 5, 6 cuvées selon les millésimes. Cette année, il y en a 5, parfois il y en a 6. Toujours cette notion de vendange individuelle de chaque parcelle selon sa maturité. Donc là, Lorraine nous sert les échantillons des différents lots de Clos des Mouches. Donc c'est ce qu'on appelle le suivi d'élevage. Donc on va déguster pour voir où ils en sont, s'il y a déjà des petites nuances qui se détachent, si on a déjà des personnalités différentes, où on peut commencer à penser à l'assemblage de nos vins. Alors on démarre avec le 541. Donc 541, c'est le premier jour de récolte. Et il est actuellement, il a fini sa fermentation malolactique, mais il y a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de tension sur cette première récolte. Bon, il est logique, les premiers vont manger, donc un petit peu plus d'acidité. Ah, il est long. Long et fin. Alors le second, on voit, il y a quoi? Il y a 2 jours de différence de récolte. Il est délicieux, lui, il va apporter l'ampleur, je pense. Ah ouais, celui-là, il est volumineux, il est rond, il est très bon. Ils sont très différents, mais complémentaires les 2 premiers lots. Ouais. C'est étonnant parce qu'on est sur le début de récolte, mais des secteurs vraiment bien différents.
Le troisième, après, on avance dans la récolte. Il y a 5-6 jours de plus. Lui, il a une matière. Ah oui, Ah, il a un super fond. une très belle densité. Hein, Je trouve que des trois, c'est un bel ensemble. ouais. Et celui-là, C'est vraiment le cœur. Hein. Grosse journée de récolte, là. C'est un gros lot. Hein, Ah oui. Ouais. Lequel ? Ah oui, celui de gauche. Oui. 656. 5 Ouais. pièces. Ah oui. Donc ça, c'est un élément très important. Ouais. Il a une petite particularité, je trouve, qu'on trouve sur des clos des mouches en élevage. Il est un petit peu réduit. Mais ils ont une belle acidité, tous. Hein. Ouais. Une belle trame. C'est comme étonnant hein, par rapport à ce millésime. Oui, c'est incroyable. Comment la Oui. plante a gardé la fraîcheur. Et 2019, c'était un peu pareil, je trouve. Hum. Finalement, cet élevage long sur lit, sans les toucher, ça leur va bien, ces Ça millésimes les chauds. nourrit énormément. Et puis ça, je sais pas, je trouve que ça, Rafraîchit le... Oui, c'est là. Ouais. ça ramène beaucoup de fraîcheur. Ouais. Et le dernier vendangé, c'est un lot 11 pièces. 11 C'est pièces. petit lot, ça. C'est un peu la même chose que les premiers. Il a un joli nez, un petit peu noisette, un peu grillé, je trouve. Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est que le fût domine pas. Oh, beau volume, là. Il y a un beau volume. Une belle richesse. C'est intéressant parce que je trouve qu'on retrouve il y a quand même des nuances entre chaque. Et il y a la droiture, il y a celui qui a quand même beaucoup de matière. Le deuxième qui avait beaucoup de richesse. Hum. Super, on pourrait peut-être s'amuser à faire Un petit un assemblage. petit assemblage pour voir ce que ça donnerait. Attends, mets un peu plus. Les vins sont très frais. Hein. Ouais. Mais malgré tout, hein, sur une année chaude, on a quand même 5 vendanges différentes sur les secteurs et vraiment 5 pièces totalement différentes. Différent. Ouais. Bon, les amis, ça sent bon. Hein. Ils Oui. sont très bons. Ouf. Ah ouais. C'est marrant parce que c'est presque plus aromatique que quand tu les Que, prends ouais. un par un. Tout à fait. Ouais. Ah, mais c'est la magie de ce clos. De pouvoir jouer, en fait, c'est la chance aussi, de pouvoir jouer avec ces pièces, comme dit Jérôme, comme tu dis, les pièces d'un puzzle. Il est délicieux. Waouh. Il y a une longueur. Il est délicat. Là, mon avis, on a une Et, belle cuvée. Hein. Waouh. et tu disais, le bois accompagne le vin. Quoi. Il y a vraiment un joli discours. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Vraiment, ça porte Ah oui, je la trouve. trame. Ouais. Je trouve que le boisé est super bien Super intégré. intégré. Il n'y a Ouais. pas de. Il y a il une belle domine matière. pas. Hein. Ouais, il y a Le une belle vin matière. mange, hein, Oui. comme disent les anciens. Ouais. Un C'est beau vrai. vin, belle futaille. Ouais. Donc la maison de Rouen attache une grande importance à l'élevage de ces vins. Donc vous voyez ici, en fait, nous achetons tous les ans à peu près un tiers de nos besoins en fût que nous laissons sécher pendant environ 2-3 ans avant usage pour que les bois en fait soient bien lessivés. Pour une maison comme la maison de Rouen, c'est très très important son parc à fût. C'est un peu l'âme de la maison. Hein. On a en globalité 4000 fûts qui vont tourner à peu près sur 6 ans. Et donc, nos vins vont passer entre, pour les appellations qui ont un élevage plus court, 1 an jusqu'à 18 mois dans ces fûts. Et cette sélection est vraiment importante. Donc une chose qui est très importante pour nous, c'est d'accompagner nos vins durant l'élevage. Donc les bois sont là comme support, un peu comme dans un couple, c'est important qu'à la fois le vin et le bois puissent vivre ensemble. Et puis en fonction des vendanges, nous allons décider au dernier moment des chauffes que nous allons appliquer sur les fûts. Par exemple, sur les rouges, on attend d'avoir vinifié, décuvé, pour passer les ordres à nos tonneliers partenaires de chauffe. Donc un millésime très chaud, on aura plutôt des chauffes légères et des millésimes un petit peu plus froids, souvent des chauffes un petit peu plus chaudes. Alors on se trouve ici devant un mur qu'on a découvert il y a une 30aine d'années. Ce mur était crépi,
C'était une petite pièce où on faisait du rinçage des fûts. Et on s'est dit, on va refaire ce crépi qui n'est pas très joli, qui n'est plus très propre. Et en faisant tomber le crépi, on a découvert ce vestige du castrum romain. Donc là, c'est un mur qui a 2000 ans. Il a été construit au 3e ou 4e siècle. Et voilà, c'est le vestige du castrum. On voit bien cette forme des pierres en arêtes de poisson. Donc il est là depuis 2000 ans et je trouve ça assez extraordinaire d'avoir ces vestiges historiques dans nos caves à Beaune. Alors on se trouve ici dans la splendide cave du XIIIe siècle, fin XIIe, début XIIIe, la cave dite de la collégiale, puisqu'elle appartenait autrefois aux chanoines de la basilique Notre-Dame, jusqu'à la Révolution française. Et c'est une cave qui nous sert encore de cave d'élevage, et on a par exemple ici la cuvée Maurice Drouin, donc une cuvée des Hospices de Beaune, c'est vraiment une cuvée chère à notre cœur parce que c'est mon grand-père, Maurice Drouin, qui a fait donation d'une partie de son domaine en 1947. Et la première cuvée a été faite après sa mort en 1960. Donc tous les ans, on essaye de racheter cette cuvée Hospices de Beaune, Maurice Drouin, qui sont des Beaunes premiers crus délicieux. Ici, on est devant le magnifique pressoir du XVIe siècle, il est 1571 à peu près, pressoir dit à perroquet, donc avec 7 roues. Et ce pressoir nous sert encore. On s'en est servi 3 fois depuis 1980. 1980, c'était les 100 ans de la maison de Rouen. Et on a eu cette idée un petit peu farfelue de le remettre en service. Et il fonctionne très bien. Alors depuis, on s'en est resservi très peu, mais en l'an 2000, avec Laurence Jobard, pour fêter un hommage aux femmes. Laurence a été notre œnologue pendant toute sa carrière. Et on avait fait une cuvée de Clos des Mouches. Et cette année, nous fêtons les 100 ans de l'acquisition du Clos des Mouches. Maurice Drouin a fait l'acquisition de la première parcelle en 1921. Donc on a l'espoir de faire refonctionner cet ancêtre. Ah, bien ici au Clos des Mouches, j'étais en train de rêver. Je m'imaginais en 1920, avec Maurice Drouin qui devait avoir quelques 30 ans et son épouse. Et en définitive, pas grand-chose a changé. Et puis, une terre, bien sûr, je pense au vin, mais je pense d'abord à la vigne et aux différentes promenades que j'ai pu faire ici, avec le chien. Donc, il y a des tas de souvenirs et c'est ça, un domaine familial. Les relations et ce que je raconte là en ce moment, j'ai dû le raconter, ainsi que bien d'autres, à mes enfants. Également des leçons. Si je repense, ça devait être aux alentours de 1980, où je suis venu ici avec Philippe. Il faut dire qu'on allait souvent à la pêche les week-ends, et il faut des vers de terre, et on venait ici au Clos des Mouches chercher des pommes de terre, des vers de terre. Et puis ça doit être vers 1980, Philippe pourrait le confirmer, on vient un jour pour aller à la pêche, je plante la pioche, je l'agite, pas de vers de terre. Tu vois, me dit Philippe, le sol est mort. Depuis quelques années, on utilise trop de produits de synthèse, d'insecticides, etc. Ça a été une bonne leçon. Et je pense que depuis, on a corrigé ça. Si on voulait aller à la pêche demain, on pourrait certainement retrouver des vers de terre. Alors voilà, le Clos des Mouches, c'est une de nos vignes, mais indiscutablement très associée à la famille, à notre nom et au vin. J'espère bien qu'on va pouvoir goûter aussi une petite goutte de Clos des Mouches pendant qu'on est ici au Clos. Ça serait sympathique. Voilà, on va te faire goûter. 2019. Tu vas nous dire si on a C'est bien travaillé. le nouveau-né, ça. C'est le dernier né, effectivement. Il a été mis en bouteille récemment. Merci. Maman, un petit verre. Et avec Philippe, Laurent et Frédéric, on s'est dit que de remettre un arbre au Clos des Mouches, sans gêner Philippe avec les chevaux ou les tracteurs ou les pieds de vigne. Ah, c'est une très très bonne Donc idée. on vient Bonne de idée. planter un Très tilleul bonne idée. que nous avons baptisé Maurice le tilleul, Maurice en le tilleul. hommage bien sûr à Maurice Drouin. C'est quand même lui qui a eu la très bonne idée d'acheter du Clos des Mouches en 1921. Et moi je suggère qu'on le baptise. Alors, on trinque à quoi? Allez, Au tilleul. passé et à l'avenir? À votre avenir? Santé. Non, mais par contre, les groseilliers qui étaient là-bas dans cette
Alors, suivant le dit-on blanc puis rouge, rien ne bouge. On peut peut-être avoir une goutte de rouge. Bon, allons déguster les clous des mouches.